qui s'est exprimé au micro d'Afrique Média sur cette arrestation, cette inculpation pour être bien précis. On va l'écouter et on revient juste après. Ces arrestations sont arbitraires, illégales et ne permettent pas au Cameroun de lever la tête vis-à-vis de la communauté internationale dans laquelle nous sommes engagés à travers le président de la République et à qui on a donné la primauté en termes de loi. C'est d'abord la loi internationale. Or, arrêter des gens qui n'ont fait que exercer un droit qui est protégé par cette loi internationale, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose un problème pour l'État, ça pose un problème d'image, et ça pose un problème de liberté publique et bien au-delà d'ailleurs. Pour répondre à la question que vous m'avez posée, il faut d'abord poser les bonnes questions. Est-ce que, oui ou non, Maurice Kamto et tous ceux qui ont marché avaient le droit de marcher? La question est oui, ils avaient le droit de marcher. Qui leur donne ce droit? C'est la loi internationale, c'est la Constitution, c'est le Code pénal qui leur donne ce droit. Et qui aujourd'hui les poursuit et qui a interdit la marche? C'est le préfet, les autorités administratives. Et d'où tire-t-il ce pouvoir d'interdire ce qui autorise la marche, c'est-à-dire la loi au niveau le plus élevé du Cameroun, celle sur laquelle le président de la République a prêté serment? C'est la loi votée par l'Assemblée nationale en 1990 sur la liberté d'association, la liberté de... enfin, toutes sortes de libertés. Ce qui veut dire que monsieur le sous-préfet ne peut pas, à aucun moment, interdire ce que la loi la plus haute sur laquelle le président de la République s'est engagé par voie de serment, c'est-à-dire la Constitution. Il ne peut pas avoir plus de droits que le président de la République, dont il n'est que l'employé. Il le représente dans les arrondissements, dans les départements, dans les régions. Il ne peut donc pas avoir plus de lois, plus de poids, plus de pouvoir pour interdire ce que la plus haute loi, qui doit être protégée par le chef de l'État, vous confère comme droit. Et en même temps que cette haute loi vous donne ce droit qui est sacré et sous le contrôle de la communauté internationale, où le président de la République s'est engagé pour ça, eh bien il ne peut pas venir vous interdire de marcher. Marchez, même le médecin, pour respecter votre droit à la santé qui aboutit au droit à la vie, vous recommande de marcher. Tout le monde le sait. Marcher, c'est un acte naturel, c'est un acte de survie, c'est un acte relevant du droit à la santé et le médecin vous prescrit de marcher. Il ne vous dit pas comment vous pouvez marcher. Vous pouvez être 100 à marcher. On ne doit pas regarder si vous êtes 100 membres du MRC. Vous marchez, c'est un droit absolu qui vous sauve de la vie. Alors, quand on voit que le sous-préfet ou le préfet, je ne sais pas qui, a interdit une marche, et que, pire que ça, il a l'obligation d'encadrer la marche pour qu'elle ait lieu, justement, parce que c'est un droit supérieur, parce que c'est un droit protégé par la loi qui a la primauté sur les autres lois. Quand on voit ça, et que, au lieu de protéger, c'est-à-dire de faire son devoir, on ne lui demande pas, ce n'est pas une faveur. Nous avons ce qu'on appelle les forces de l'ordre, qui sont entraînées au maintien de l'ordre. Justement, l'ordre qui doit régner quand vous marchez. Ne jamais faire ce travail-là, quand il s'agit de la marche de certaines personnes. Ce pays doit être administré sous le prisme de la liberté, de l'égalité face à cette liberté et de la protection du chef de l'État. C'est le sens de son serment
quand il dit Aïdou Sosware, c'est-à-dire qu'il va appliquer la Constitution, y assumer les devoirs qui y sont contenus. Voilà donc un extrait donc, de l'interview de Maître Alice Com. Alors je voudrais quand même tout d'abord me retourner vers le seul, en tout cas expert des droits de l'homme que nous avons sur ce plateau. On a écouté Maître Alice Com concernant cette arrestation de Maurice Kamto et de ses sympathisants. Alors, quelle est la lecture que vous en faites? Bachir, tu sais, je vais dire une chose, et tu me permets de te tutoyer, ça rend les choses plus faciles. Mais je dirais une chose, vous savez, la Constitution, ou bien quand vous partez même depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est pas des choses sur lesquelles on peut se permettre de jouer. Je n'aimerais pas attaquer ce soir un côté politique, cette affaire de l'arrestation de Maurice Kamto. Quand nous écoutons quelqu'un comme Maître Alice Com, qui a une réputation pas seulement au niveau de Cameroun, si je me permets de me dire ainsi, mais au niveau mondial, respectable, expliqué ainsi, comme je le dis encore, je suis en train d'épargner mon temps pour vous dire ce soir que le problème que vit le Cameroun est purement spirituel. Je vais le développer tout à l'heure. Permettez-moi de le dire. Mais pour le moment, j'ai dit, je paye tout ce qu'elle dit, je paye ce qu'elle a dit, étant elle s'y connaît plus que moi. Je ne m'y connais pas autant en droit. Mais si je me mets à visiter les différents actes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la part, tout ce que nous avons aujourd'hui dans le Cameroun à ratifier. Vous comprenez un peu. Donc, je ne me permets pas d'aller là parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Alors, est-ce que dans une situation comme celle-ci, on se retrouve donc dans un cas de violation des droits humains? Je crois que c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer. C'est ce qu'elle a essayé d'expliquer. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas entrer dans des écarts politiques. Comme je vous dis tout à l'heure, pour un cas qui va suivre celui de Kamto, c'est-à-dire que l'incendie dans un hôpital, je vais vous donner les raisons profondes. Nous y allons et je vais vous montrer les raisons profondes de ce que vit le Cameroun. Alors, le citoyen que vous êtes, comment vous analysez donc ce qui se passe aujourd'hui? Le Cameroun a vécu des élections qui ont été officiellement remportées par le président actuel, Paul Biya, et Maurice Kamto venait en seconde position avec à peu près 14, je crois, 14%, quelque chose comme ça. Mais Maurice Kamto revendique tout de même cette victoire et ses partisans estiment que c'est une victoire volée. Ceci nous amène dans une sorte de crise dans la mesure où ils ont envie de marcher pour revendiquer leur victoire malgré le fait que la Cour constitutionnelle est déjà tranchée. Alors, le citoyen camerounais que vous êtes, comment vous vivez ça? Bon, je dirais, Bachir, déjà, il faut dire que c'est pas seulement la revendication de sa victoire qui faisait marcher, je crois, les militants du MRC. Entre autres, il y avait le problème de la CAN. Il y avait aussi un troisième problème, je ne peux pas me rappeler, mais je crois qu'il y avait trois raisons essentielles. Voilà, il y avait le problème anglophone. Le problème anglophone est réel. Le problème de la canne est réel. Les Camerounais l'ont vécu comme une honte jusqu'au fond de leur chair. Donc ça c'est des problèmes réels. Mais une chose que j'aimerais dire, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un pour la paix. Je veux la paix. J'essaye d'éviter tout ce qui touche sur la politique. Je dirais une chose. Le discours qu'a eu M. Biya à sa prestation de serment pour ces 7 autres années qu'il avait eu, il a dit deux choses que j'ai rappelées sur ce plateau. J'ai rappelé encore. Je dirais dans son discours, il a dit une chose, il dit voilà enfin l'ouverture qui arrive. Il a dit, il reconnaît que les anglophones ont eu des frustrations. Il n'avait jamais dit cela avant. Visitez tous ces discours. Il n'avait jamais dit cela avant. Alors, frustration, quand vous voyez toute personne qui parle de frustration, les frustrations conduisent toujours aux crises. Ça, c'est automatique. Alors, la crise est normale. La crise est venue, elle est normale. Plus loin, il a dit dans le même discours, je reconnais qu'au début des revendications anglophones, c'était des revendications corporatives. Je me rappelle, prise de ce discours, je me rappelle de ce discours. Alors, moi j'ai dit, en analyse de ce discours, il y avait une porte que monsieur le président Biya ouvrait au Cameroun. La porte du dialogue. Nous allons tourner autour de ce mot autant d'années que nous voudrons, à partir du moment où vous avez en face de vous un cerveau. Je ne dis pas un fou. Vous avez un cerveau, que ce soit un enfant qui parle, c'est un cerveau. Vous devez dialoguer avec lui. Alors, ça revient toujours à la base. Maintenant, nous allons avoir beaucoup d'autres problèmes qui vont aller s'enclencher, qui vont s'ajouter. J'ai dit, ce pays a besoin de dialogue. Et plus nous tardons,
plus nous allons vers la faillite. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, Emmanuel Queen, sur l'arrestation de Maurice Kamto et ses partisans. Aujourd'hui inculpés avec des charges assez lourdes, hein, va-t-on dire. On parle là d'hostilité contre la patrie, d'outrage au chef de l'État, insurrection, rébellion, etc., etc. Alors. Oui, je dis que ce qui s'est passé, moi, c'était prévisible. Prévisible. Oui, prévisible. Je connais ce gouvernement. Oui. C'est un gouvernement qui a deux choses à faire. Soit la corruption, soit la répression. Ils n'ont pas une autre. Il n'y a pas une troisième possibilité. Soit ils vous corrompent, soit ils font la répression. Nous sommes allés à une élection présidentielle avec des textes inadmissibles. La Constitution a été votée en 1996. Dans cette Constitution, il est précisé, la Constitution de 1996, que la Cour constitutionnelle à 11 membres et que le président de l'Assemblée nationale désigne 3 membres après consultation du bureau de l'Assemblée. Le président du Sénat désigne 3 membres après consultation du bureau de l'Assemblée et que le président de la République désigne 3 membres et que le président du Conseil supérieur de la magistrature désigne 2 membres. Bon, le président de la République, parmi ces 3 membres, le président de la Cour constitutionnelle doit être parmi ces 3 membres. En 2008, on a tordu le cou à cette Constitution en la modifiant et en disant que le président de la République seul désigne les 11 membres. On a changé la Constitution. Et ça, c'était, vous avez su, il y a eu au moins 40 morts. Enfin, le gouvernement a dit qu'il y a 40 morts. Le gouvernement a dit qu'il y a 40 morts, 40 morts, mais il semble qu'il y avait 100 morts à peu près, en 2008. Mais on a arrivé à changer la Constitution avec tout ce que cela, on a appelé ça lutte contre la vie chère, etc. On a trouvé des mots pour maquiller tout cela, mais c'était une bataille pour la modification de la Constitution. Donc, la préparation s'est faite à partir de là. Ensuite, vous avez donc un président de la République qui nomme tout le membre du Conseil électoral. C'est-à-dire que c'est lui qui nomme tout le monde. C'est lui qui nomme tout le Conseil constitutionnel. Maintenant, Maurice Kamto, en tant qu'un juge de très haut vol, se dit, ok, on va aller aux élections, mais les lois, les traités internationaux qui sont ratifiés par le Cameroun sont au-dessus des lois du Cameroun. Et il se dit, si ces gens qui sont les employés de M. Biya arrivent, puisqu'ils sont là pour dire qu'il a gagné même s'il n'a pas gagné, s'ils arrivent à dire qu'il a gagné au cas où j'estimerais qu'il n'a pas gagné, je vais faire valoir, n'est-ce pas, les traités internationaux pour contester ces résultats, même devant cette Cour constitutionnelle. Il a essayé de le faire. Il a d'abord commencé par récuser la Cour constitutionnelle parce qu'il y avait des gens qui étaient dedans, qui étaient encore militants du RDPC, au point que quelques minutes après, ils sont allés enlever le nom dans les sites, honteusement, parce qu'ils n'avaient même pas été élégant d'aller enlever le nom dans la liste des membres du bureau de comité central du RDPC. Ils étaient là assis, ils étaient en train de vouloir prendre une décision pour dire qui a gagné les élections. Il y avait un candidat du RDPC, eux-mêmes étant du RDPC. Ils sont allés, séance tenante, essayer d'enlever le nom de ces gens-là, au vu et au su de tout le monde. Cela pour dire quoi? Pour dire que M. Biya a organisé les élections pour les gagner. Il n'allait pas aux élections. En réalité, il n'y avait pas d'élection. Alors, est-ce que d'un autre côté, on ne dirait pas que tous ceux qui ont aussi participé savaient qu'il allait gagner? Non, il savait, mais Maurice Kamto pensait qu'on était dans un état, dans un contexte où lui, en tant que juriste de très haut niveau, il pouvait faire prévaloir les traités internationaux qui sont au-dessus des lois pour permettre aux juristes qui étaient là de comprendre que, nonobstant ces lois, ils vont quand même tenir compte des traités internationaux. Mais il avait perdu de vue que c'était des gens complètement aux ordres et qui avaient les yeux bandés, les oreilles fermées et qui ne voulaient rien savoir. Est-ce que Maurice Kamto s'est trompé? Maurice Kamto ne s'est pas trompé, mais dans le contexte où il se trouvait... Dans la mesure où, malgré cette réflexion très poussée, le président Biya est reconnu par ses pairs comme étant le chef de l'État du Cameroun. Ses pairs? De quel père? Je veux dire, de ses homologues. Oui, mais quand vous faites un coup d'État, vous tuez les gens et vous prenez le pouvoir, on reconnaît que vous êtes le président de la République. Donc, j'ai dit le poste du président de la République, c'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Dès que vous êtes assis, vous êtes président. Nous partons de votre réflexion. Oui, c'est pour dire que les pères, les autres chefs d'État n'ont pas à venir régler les problèmes du Cameroun. Dès que la Cour constitutionnelle du Cameroun dit que c'est lui, tout le monde sait que c'est lui. En attendant que le peuple camerounais, qui peut être d'accord ou pas, puisse prendre position. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que c'est la Constitution qui reconnaît le président du Cameroun et non pas les juridictions internationales comme le pensait Maurice Kamto? Non, Maurice Kamto n'a pas pensé que c'est les juridictions internationales. Maurice a pensé qu'il y avait des textes au niveau international. Oui.
sur lesquels ils pourraient s'appuyer. Sur lesquels ils pourraient s'appuyer. Mais justement, c'est pour ça que le problème n'est pas fini. Le contentieux, je vous ai dit que ça chauffe, le problème est là. Monsieur Biya peut dire qu'il est président de la République, il est d'ailleurs président de la République, puisque c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui prend toutes les décisions. S'il dit aujourd'hui que c'est férié, nous restons tous à la maison. Mais il y a des gens, comme Maurice Kamto, qui pensent qu'ils ont violé un certain nombre de textes et ils continuent à contester. Bon, maintenant, ils ont décidé de faire une marche. Les marches, vous savez, ce régime, une fois de plus, comme venait de dire Maître Aliscom, n'autorise pas les marches. Le SDF, mon parti, dans le littoral où je suis, nous avons déposé, le président Jean-Michel Nicheux, l'honorable Jean-Michel Nicheux, a déposé plus de 44-45 demandes d'autorisation de manifestation pour faire les marches. On n'a eu aucune autorisation. C'est-à-dire que systématiquement, les marches qui sont prévues dans la Constitution, c'est-à-dire que les manifestations prévues par la Constitution, sont interdites aux partis politiques d'opposition. Il n'y a que le RDPC qui peut le faire. Bon, ça, ce sont des frustrations inadmissibles. Nous, on a tellement souffert de ça que c'est devenu notre deuxième nature. C'est-à-dire que quand ils refusent, nous essayons de faire ce qu'on peut. Mais nous, quand on dépose une autorisation, on sait qu'ils n'accepteront pas. Bon, Maurice Kamto, il vient d'arriver dans l'opposition. C'est un nouveau parti. Et il a pensé que, compte tenu de ce qu'il sait, il peut raisonner ces gens-là. Mais il a oublié une chose, c'est que c'est des gens, je vous dis qu'ils ont que deux choses. Ils sont violents. Ils sont excessivement violents. Ils ont fessé Samuel Eboa. Ils ont fessé Jean-Jacques Kindi. Ce sont des gens, c'est-à-dire que ce sont des gens, pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Et nous, on le sait au niveau du SDF. C'est pour ça que nous avons d'autres façons de faire. Donc, mais Maurice Kamto, compte tenu, en tant que juriste, compte tenu, n'est-ce pas, des éléments à sa position, il a pensé qu'il devait faire valoir le droit. Et je crois qu'il continue à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a mis un certain nombre de charges à son actif en disant que les ambassades ont été brûlées, ce qui est vrai. C'est que Maurice Kamto était à Douala, il n'était pas à Paris. Et si même les ambassades ont été brutalisées ou bien vandalisées à Paris, je crois qu'il y a des autorités à Paris. Et je crois qu'il y a des autorités à Paris. Et que les autorités françaises devraient prendre toutes les dispositions pour que des choses comme ça n'aient pas lieu. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que Maurice Kamto, tout en faisant sa marche en Dokoti, a détruit les ambassades à Paris, encore qu'à Douala, il n'a rien détruit. Là où il a marché, il n'a rien détruit. Bon, venez maintenant dire que sur le plan juridique, c'est difficile de difficile de dire. Bon, maintenant, comme c'est la justice des vainqueurs, ils sont du côté fort. Du côté fort, ils appliquent un certain nombre de choses. Ils ont ramassé 150 personnes. Ils sont là en cellule. Ils vont faire le procès. Mais je crois que le problème de Maurice Kamto, tel que les faits ont été, comment dirais-je, les faits qui lui sont reprochés ont été qualifiés, je crois que lui doit éviter d'aller au procès. Parce que s'il va au procès, il sera condamné. Puisqu'on lui a collé des motifs qui, à mon avis, ne le concernent pas. D'accord. Maurice Kamto n'a pas été en France. Je reviens à vous. Voyons ce qu'en pense donc Miafou Abraham. Bon, il paraît que les Camerounais préfèrent la guéguerre que les vraies choses. Depuis 1960, depuis qu'on a fait l'ouverture de la démocratie au Cameroun, vous voulez faire partie d'une personne, mais vous êtes toujours 350, 50, 10, 12 au départ. Et vous savez qu'il faut que le premier arrive. Et même quand le premier arrive, les autres entrent en brousse. Maintenant, voilà la Maurice Kamto qui a arrêté. Qu'est-ce que vous avez arrangé en tant qu'opposition si cela arrivait? Qu'est-ce que vous avez arrangé en tant qu'opposition si on n'acceptait pas, vous refusiez et vous devez même empêcher? Ce qui veut dire que militer ici le jour, militer là-bas la nuit, c'est ça qui tue les Camerounais. Falsifier tout. Je dis qu'au Cameroun, falsifier tout. Vous avez bien dit que Maurice Kamto était un nouveau arrivé. Il arrive, il laisse les John Fundi au lieu d'aller les consulter, qui avait même déjà perdu une élection. On sait qu'il n'existe même pas. C'est non pas normal qu'on fasse de la politique. Ici, aujourd'hui, on discute. Quelqu'un qui avait perdu les premières élections, quelqu'un qui avait gagné les élections, on lui a arraché. On a voulu faire le but, dit que vous avez fait votre travail, laissez, je vais faire le mien maintenant. Il a vu que bousculer n'était pas bien. Ça, c'est un sage. Est-ce que c'est une façon pour vous, Miafou Abraham, de dire que les divisions au sein de l'opposition facilitent aussi ce genre, en tout cas conduisent à ces conséquences? L'égoïsme des opposants ne changera jamais ce pays. Parce que je vais dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le culte africain. Quand on te nomme ministre, tu vas fêter chez toi, tu vas dans les places sacrées, vous bénissez pour bien. Le lendemain, quand tu n'es pas content,
tu vas dans les mêmes places sacrées, c'est plus avec les mêmes choses, les mêmes personnes. Lorsque vous savez que vous ne devez plus vous trahir, inutile de tromper nous, de ceux qui marchent dans la rue avec les sandalettes trouées, pour que nous, on vous accompagne. Alors que si vous passez, ça ne doit rien nous dire. Nous qui avions élu, est-ce que nous connaissons le résultat? Non. Est-ce que nous avons la possibilité de connaître le résultat? Non. Que l'opposition se prépare pour la fin de ces 7 ans et il présente une personne ou bien demande qu'on touche la Constitution. Si on ne touche pas, il dit qu'eux, ils ne partent pas. Est-ce que c'est une façon de dire que Maurice Kamto devrait abandonner ses revendications? Non, puisque... Non. Il réclame quand même sa victoire. Non, vous avez dit qu'il faut que l'opposition se... Écoutez. Pour dire que Maurice Kamto doit abandonner, il faut que je sois certain qu'il avait gagné. Voilà Cameroun Tribune. Est-ce qu'il s'y dépose ces éléments dans Cameroun Tribune, on va refuser de publier? C'est un journal de gouvernement. Il faut savoir utiliser les potentialités et les possibilités autorisées. C'est ça. Parce que quand M. Kounié parle, il parle comme si il avait accompagné dans la marche avant quelque part, il est entré en brousse. Vous n'avez pas bougé de chez vous. Donc ne nous trompez plus les bas peuples. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez manipuler. Maître Alice Com, quand j'ai travaillé au cabinet Mur en 1975, il était affilié à Ninicom. C'est une vieille connaissance en matière de manipulation de loi. Donc elle doit savoir qu'elle est grand-mère et ne pas parler en termes de confrontation. Je l'interpelle qu'elle est grand-mère, qu'elle ne doit pas parler en termes de confrontation. Et que l'opposition, au lieu d'empêcher les enfants qui sont dans la rue, il manque même la petite monnaie pour travailler parce que tout a disparu. Au lieu que vous cherchiez comment vous devez faire pour que la petite monnaie circule et relève le niveau des gens des très bas faibles comme ils n'ont pas... vous passez avec les vitres fumées, vous achetez votre essence en biais de 10 000. L'enfant qui vend les archives de 100 francs, les fruits noirs, 50 francs, il ne vend pas parce qu'il n'a pas les pièces. Trouvez d'abord la solution qui va permettre aux Camerounais démunis, aux motomans là qui n'arrivent pas à travailler parce qu'on donne 500, ils ne peuvent pas rembourser. Travaillez d'abord là-bas. Est-ce que ce sont les conventions pétrolières? Très bien. Je vais revenir à vous également, Miafou Abraham. Donc, nous allons à Yaoundé en espérant que cette fois le son est vraiment bon. Je vous en prie. Faisons en sorte que ce soit ainsi. Koupita Damou. Alors, le regard de l'UDC sur ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Ça se passe pour le mieux. L'UDC, je dois le rappeler, c'est un parti qui se reprend de la démocratie républicaine. La démocratie républicaine voudrait que le combat pour le bien-être de la population s'inscrive dans la logique des institutions républicaines. Par conséquent, nous sommes véritablement déçus de ce qui se passe sur la scène politique camerounaise aujourd'hui. Parce que la Constitution, dans son préambule, proclame les libertés. Et je dois rappeler ici que l'une des spécificités de la Constitution de 1996, c'est le fait que ce préambule fasse partie intégrante du corps même de la Constitution. Et la Constitution, en tant que loi fondamentale, doit être accompagnée par les lois d'application de ces dispositions. Et les dispositions d'application des libertés proclamées dans la loi fondamentale sont inscrites dans la loi du 19 décembre 1990 portant liberté d'association, liberté de réunion et de manifestation publique. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans ces dispositions de la loi, je voudrais, en insistant sur cette disposition des lois d'application de la Constitution, dire
ma difficulté à comprendre l'interprétation de mettre, comme tout à l'heure, de lier directement la manifestation de liberté aux dispositions constitutionnelles. La loi voudrait qu'on s'inscrive dans la logique du régime de déclaration et non d'autorisation. Et que lorsqu'on a fait la déclaration, l'autorité administrative a pour devoir de vous délivrer une réception qui prouve que vous avez effectivement fait la déclaration dans l'espace temporel prescrit par la loi. Mais le récépissé ne voudrait pas dire que des choses ne puissent pas avoir de changement après l'étude de l'examen du dossier en termes de l'objet de la manifestation, du contexte, de l'itinéraire, et il y a tout un nombre de choses et de dispositions prévues et qui relèvent donc de la compétence de l'autorité administrative pour voir si il peut avoir une rencontre avec vous à l'effet de vous amener soit à changer d'itinéraire, soit à changer de date ou pas, ou alors vous notifiez la décision d'interdiction. Nous, à l'UDC, remarquons que de manière systématique, on utilise cette possibilité laissée par la loi pour interdire des manifestations au motif de l'ordre public. Nous sommes déçus de constater que l'opposition soit quasiment victime de refus systématiques de manifestations publiques. Donc nous condamnons cela avec la dernière énergie et disons que cela n'est possible que parce qu'il y a une sorte d'instrumentalisation par le pouvoir politique camerounais de l'administration publique qui doit être politiquement neutre et au service des citoyens et de toutes les institutions. Les partis politiques étant reconnus constitutionnellement comme faisant partie des institutions d'intérêt public. Par contre également, nous disons qu'on ne peut pas répondre à une barbarie par la barbarie. Parce que si nous condamnons à l'UDC le fait de refus systématique de manifestations publiques lorsque elles sont exprimées par l'opposition, nous nous inscrivons également en faux de voir que on transcende des dispositions prévues par la même loi lorsque de manière abusive l'autorité administrative arrivait à vous interdire une manifestation. Nous sommes donc dans une position de refus de radicalisation et de deux extrêmes. Extrême répression des libertés publiques et extrême transgression de la loi sans avoir épuisé les voies légales prévues à cet effet. Parce que lorsque vous lisez de manière exhaustive la loi du 19 décembre 1990 sur les libertés de manifestation publique, vous verrez qu'il y a la possibilité d'attaquer la décision de l'autorité administrative à l'effet d'annulation lorsqu'on constate que cela est fait de manière abusive. Donc aujourd'hui au Cameroun, nous avons une tendance à une sorte de bipolarisation de la vie politique dans les deux extrêmes. Et l'UDC s'inscrit en faux en cela. Nous sommes pour que le combat politique et démocratique s'inscrive dans l'ordre républicain, s'inscrive dans le respect des institutions. Et quand nous parlons du respect des institutions, ça interpelle aussi bien les autorités administratives, les fonctionnaires de l'État, qui se croient un sacré devoir de soutenir le parti politique au pouvoir, que nous autres de l'opposition qui devrons nous en montrer l'exemple. Parce que quoi, lorsqu'on veut faire changer, on ne doit pas faire ce que vous voudrez voir changer. Nous reprochons à ceux d'en face, c'est-à-dire au pouvoir, la propension excessive au non-respect des lois. Et nous ne pouvons donc pas, également, nous autres de l'opposition, briller par le non-respect de cette disposition des lois. J'ai entendu une intervention tout à l'heure faisant un parallèle à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, s'agissant du Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a eu une modification de la Constitution en février 2008, mais la modification en ce qui concerne singulièrement le Conseil constitutionnel n'a pas consisté à donner au président de la République l'exclusivité du choix des membres du Conseil constitutionnel. On a maintenu la disposition de répartir l'initiative du choix entre le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le président
de la Cour suprême. Mais seulement ces personnalités font des propositions et la nomination, c'est sur l'acte du président de la République. On n'a pas modifié cette disposition en février 2008. Par contre, la modification qui a retiré au Conseil constitutionnel la substance du pouvoir que la Constitution de 96 lui avait donné va plutôt dans le sens de la modification de la nature du mandat et de la durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel. Vous savez, au sortir de la tripartite, on a sollicité qu'on ait une cour constitutionnelle. Mais le pouvoir nous a servi le Conseil constitutionnel et on a voulu que ces magistrats soient au-dessus de la manipulation politicienne. Et pour cela, nous, le comité constituant de 96 avait décidé que le mandat des membres du Conseil constitutionnel soit le plus long de la République, de tous les mandats de la République, c'est-à-dire 9 ans, soit 2 ans de plus que le mandat du président de la République, et que ce mandat ne soit pas renouvelable. Ce qui faisait, donc c'était 9 ans non renouvelables, ce qui faisait qu'une fois nommés, ils étaient sûrs de pouvoir exercer, sauf si la mort leur arrachait la vie jusqu'au terme de leur mandat, et au terme de ce mandat, ils n'espéraient plus un quelconque renouvellement. Par conséquent, ils pouvaient donc dire le droit sans avoir aucune crainte, aucune manipulation de la part des acteurs politiques gouvernementaux ou encore moins de l'opposition. Mais en 2008, le président de la République, excusant cette modification que nous trouvons pour nous à l'UDC comme un coup d'état constitutionnel, parce que cette modification, c'est sur la base de cette modification que le président Paul Biya a eu la possibilité de continuer à poser sa candidature au-delà de 2011, mais on a ramené le mandat des membres du Conseil constitutionnel à 6 ans, soit une durée inférieure au mandat présidentiel. Mais également, on a dit que ce mandat est éventuellement renouvelable. Et cette possibilité de renouvellement éventuel inscrit donc les membres du Conseil constitutionnel dans une posture d'indépendance vis-à-vis de l'autorité politique de laquelle dépend ce renouvellement. C'est pour cela qu'on peut avoir de crainte sur l'objectivité du juge constitutionnel au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est véritablement préoccupant, parce que nous avons l'impression qu'il y a une sorte de recul par rapport aux petites avancées qu'on a cru avoir conquis sur le champ des libertés, mais il y a également une sorte d'une autre manière de faire, d'exercer cette liberté-là qui est inquiétante, parce que personne n'a intérêt à ce que ce pays tombe dans une sorte de crise violente. Très bien. Merci à vous, Koupit Adamou, voilà qui est clair sur la position de l'UDC. Et bien sûr, on va à Paris cette fois-ci avec vous, Stella Bianca. Bonsoir déjà, merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition. Et bien, je rappelle que vous êtes sympathisante du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Alors, pour votre parti, en tout cas pour le MRC, il s'agit ici d'une sorte de règlement des comptes. Alors, j'imagine que vous partagez ce point de vue. Stella Bianca, est-ce qu'elle nous écoute? Oui, mais je n'entends rien. Je ne sais même pas. Voilà. Le MRC pense tout simplement, et c'est ce que disait le porte-parole, son porte-parole Olivier Bibo-Nissak, que l'arrestation, l'inculpation de M. Kamto et de ses sympathisants, tout comme vous, serait un règlement de compte. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je ne vais pas parler de ça en tant que règlement de compte. Déjà, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Et bonsoir à ceux qui m'écoutent. Mais l'arrestation du procès Maurice Kamto n'est pas, comment dire, un règlement de compte, mais plutôt un hold-up des institutions. Et ça se voit encore une fois au Cameroun.
que la justice est instrumentalisée, la justice est en faveur de certaines personnes et pas en faveur de tout le monde, quoi. Donc on utilise la justice en réalité pour régler ses problèmes, pour faire asseoir son autorité, pour montrer en fait, comme on dit vulgairement, qui est plus fort que qui. Mais pour moi, en réalité, c'est un hold-up des institutions. Ça montre clairement que les institutions ne sont pas indépendantes ou alors ne fonctionnent pas sous le coup de la loi ou sous le coup de la véritable justice, mais sinon sous le coup des émotions gouvernementales. Et ce que l'arrestation de Maurice Kamto a été à Douala Petit souci avec Paris, on revient sur le plateau central. Malheureusement, en tout cas, on espère qu'on y retournera le moment venu. Emmanuel Kounié, je vous ai vu prendre des notes, vous semblez pas d'accord avec... Je n'entends absolument... Avec certaines choses qui ont été dites, Emmanuel Kounié. Oui, je voudrais dire que la Constitution de 1996, contrairement à ce que le représentant de l'UDC a dit tout à l'heure, a été modifiée en 2008 et son article 51 nouveau dit bien que le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui concernait le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, etc. Je voudrais vous dire que dans la Constitution de 1996, on précise bien que les 3 membres désignés par le président de l'Assemblée le sont après consultation du bureau de l'Assemblée. Nous avons au SDF des membres des membres de notre parti qui sont des députés et des sénateurs qui font partie du bureau de l'Assemblée nationale, et en aucun moment ni le président du Sénat ni le président de l'Assemblée n'a traité de ces questions au niveau, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ces dispositions sont restées en 2008. Ces dispositions ont été évacuées et c'est le chef de l'État qui a le pouvoir de désigner les 11 membres du Conseil constitutionnel. Il faut que ce soit clair. Parce que si ça devait se faire comme prévu dans la Constitution de 1996, alors, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée devait désigner les 3 membres et il devait en parler avec son bureau, avec le bureau de l'Assemblée, discuter avec le bureau de l'Assemblée, où nous avons un député, l'honorable Mbandam, qui est membre de ce bureau, et au Sénat, nous avions l'honorable Tchatchoua qui était sénateur là-bas. Donc, cela n'a pas été fait, donc il ne faut pas qu'on nous dise ces choses-là. On a tordu le coup de la Constitution en 2008, et puis on a refait la Constitution de manière à ce que le chef d'État désigne tout le bureau, tout le Conseil constitutionnel et tout le Conseil électoral. Donc ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà. Ce n'est pas pour contester les élections, mais il faudrait qu'on reconnaisse que le chef d'État, lui seul... D'accord, je vais vous redonner la parole tout de suite. J'ai l'impression que Miafo Abraham, vous voulez dire quelque chose là-dessus. Oui, je voulais attirer notre attention pour dire que vous faites balancer le bas peuple pour rien. UDC ne connaît pas. Toi, tu connais. Non, je lis la loi. Non. Laissez-moi parler. Tu lis la loi. Je n'ai pas dit que votre loi est fausse ou bien ce n'est pas la loi du Cameroun. UDC parle. Vous dites que non, ce n'est pas ça. Mais vous voulez arracher le pouvoir comment? Lorsque même sur les lois qui vous font marcher, vous dites, quelqu'un dit qu'on n'a pas changé. Vous dites que vous avez changé. Quelle est la plateforme de l'opposition pour qu'il fasse marcher les gens? C'est ça, parce qu'il ne faut plus que, après avoir pris de l'argent à l'État pour nourrir votre bureau des partis d'opposition, vous mettez les gens dans la rue qu'on vous a volé. Il faut que même, quand un président de l'opposition dit qu'on m'a volé, s'ils sont, comme il y a même 200 partis, que même 50 sortent dit qu'on a exactement volé. Si 200 personnes ne peuvent, 200 présidents de partis ne peuvent pas aller aux élections, pourquoi ne pas aller surveiller, pourquoi 100 opposants ne vont pas surveiller le bureau de vote? C'est ça. Alors, en tout cas, c'est un débat qui peut être, c'est un autre pan du débat. Je voulais tout simplement écouter les uns et les autres là-dessus. Alors, c'est juste pour, en tout cas, j'essaye de comprendre. Miafo Abraham essaye de dire que même au niveau de l'opposition, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le SDF, qu'a dit le SDF sur l'arrestation de Maurice Kamto et de ses partisans?
Mais nous trouvons que c'est une arrestation abusive. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Ce n'est pas cautionnable. On ne peut pas admettre ce qui s'est passé. Je vous ai dit tout à l'heure que... Le SDF a-t-il communiqué là-dessus? Le SDF va condamner cela. Le SDF va condamner cet acte. Puisque Maurice Kamto... Est-ce qu'on doit condamner les gens sur la base des supputations ou de soupçons Est-ce que Maurice Kamto était en France? Est-ce que Maurice Kamto était en France? Il y a des autorités en France, il y a la police en France. Est-ce que les gens, même si on arrête les gens qui sont en France, qui ont posé les armes là, est-ce que ces gens-là vont être jugés au Cameroun? Ces gens vont être jugés là-bas. D'où sont-ils que sur la base? Et puis, on peut quand même reconnaître tout de même que ceux qui ont cassé en France, en tout cas scandé la voix, le nom de Kamto, le président, ils ont posé quand même certains actes. Est-ce que cela, au niveau judiciaire, ne pourrait pas est-ce qu'on ne pourrait pas relier cela à Kamto? Je m'interroge tout simplement. Mais vous avez relié comment? Est-ce que c'est Kamto qui leur a dit de prononcer son nom? S'ils sont contents de Kamto, ils parlent de Kamto. Qu'est-ce que vous voulez que Kamto? Est-ce qu'ils n'ont pas obéi à un mot d'ordre? Un mot d'ordre? Oui. Kamto a demandé, vous avez entendu Kamto demander qu'on ait cassé quelque chose? Le mot d'ordre de la manifestation. Mais la manifestation, la loi permet qu'on puisse demander aux gens de manifester. Mais personne n'a dit, vous allez voir par exemple en France, les gens qui organisent les marches des Gilets jaunes organisent les marches. Mais il y a d'autres gens qui infiltrent la marche et qui cassent. Tout à fait. Bon, le rôle de la police, c'est justement d'empêcher à ces casseurs de poser l'arme. Mais on empêche aux gens de manifester parce que d'autres gens vont venir casser. Ce n'est pas possible que vous puissiez penser que, parce que c'est vous qui avez organisé la marche, et que l'administration ou bien la police ou la gendarmerie n'a pas fait son travail, vous allez venir arrêter les gens qui ont organisé la marche, sous prétexte que des personnes autres que ceux qui étaient censés marcher ont infiltré la marche pour aller casser. Ça veut dire que la police n'a pas elle-même fait son travail aussi. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Et quand on dit que l'opposition ne se réunit pas, vous avez vu l'opposition se réunit dans quel pays? L'opposition dans un pays, sur cette planète Terre, s'est réunie, a dit on choisit un candidat pour aller contre un autre. Ça n'a jamais existé. Au Congo démocratique, on vient de gagner les élections, il y avait combien de candidats? En France, même quand vous voyez les élections, il y a combien de candidats? C'est au Cameroun seul que les gens de la droite et les gens de la gauche vont se réunir parce que nous sommes socialistes. Il y a des gens qui sont libéraux. Et ça, nous avons des idéologies, nous avons notre concept. Nous, quand vous avez suivi les programmes là, nous on dit que si on prend le pouvoir, on dissout les NAM. C'est une école coloniale. On fait finir les histoires comme les sous-préfets qui perturbent tout le monde dans le pays. Dans un village, on va désigner quelqu'un, on dit qu'il est sous-préfet. Un enfant de 27 ans, il arrive, on dit monsieur le sous-préfet prend le commandement. Il marche comme un cowboy devant les gens. Et le lendemain matin, il arrache les terrains des gens, il va changer les successeurs dans les familles. Ces histoires doivent cesser. On peut bien comprendre. Et quelques temps après, on l'affecte dans un coin, il va faire 600 km, il ne reviendra pas. On peut bien comprendre. Donc, nous avons notre façon de concevoir la gestion du Cameroun qui n'a rien à voir avec ce que d'autres partis d'opposition. Cela n'a pas empêché qu'il y a eu quand même des mains tendues pendant les élections. Oui, on peut. Des mains tendues. Vous n'avez pas entendu le SDF rentrer dans ce genre de choses. Nous avons dit, notre candidat, monsieur aussi Joshua dit, j'ai été en congrès, on m'a désigné avec un programme pour aller conquérir le pouvoir. Et chemin faisant, si on m'a dit chemin faisant, si quelqu'un pense que si un leader d'opposition ou n'importe qui pense qu'il peut entrer dans le bateau pour qu'on aille prendre le pouvoir, je ne refuse pas. Mais on ne m'a pas dit d'aller chercher, d'aller négocier quelque part pour avoir quelque chose. Alors équilibrons le bateau. Il faut arrêter cette histoire qui consiste à dire l'opposition ne se réunit pas. Ça ne se passera jamais, ça ne s'est jamais passé nulle part. Merci Kouni Emmanuel. Alors Tagia Fomekon, vous avez la parole. Oui, juste une minute. Bachir, comme je vous ai dit, je consacre mon temps pour un problème crucial. Un exemple en Afrique, le cas d'un hôpital qui a reçu du feu des mains criminelles. Alors, mais là, sur ces points, je vais dire une chose. Déjà, je crois que je vais marier ce que dit M. Kouni. Nous devons finir aller superficiellement, voir des problèmes de manière superficielle, parce qu'il faut aller en profondeur toujours. Il y a des points, chacun sort, l'opposition devait être une au Cameroun. J'ai suivi ça, là, et là, je me permets quand même de dire, nous devons vraiment aller en profondeur dans des choses. Maintenant, encore pour revenir, peut-être ce qui est un peu tendu, M. Kouni, quand on a suivi le patriarche que nous respectons, parce que je crois que dans notre pays, nous respectons les patriarches. L'autorité de l'âge. Voilà. Je me permets quand même de dire que l'opposition, il faut peut-être le savoir, chacun a son point de vue. C'est justement pour ça que vous avez un parti avec une ligne de conduite. Vous voulez convaincre la population, c'est cette ligne qui va faire. Le demain, le lendemain, je crois que nous devons respecter cela. Et vraiment nous focaliser au problème central que vous avez posé au début, c'est-à-dire l'arrestation de M. Kamto. Est-ce qu'elle est légale? Alors, et quand on y revient, est-ce que la ligne idéologique du parti ne pourrait pas aussi faciliter la solidarité quand on sait que, quand on a écouté quand même M. Kouni Emmanuel parlant des raisons évoquées pour aller à la manifestation du MRC, c'est-à-dire l'affaire de la CAN, vous l'avez d'ailleurs cité, la crise anglophone, que tout le monde, de manière unanime, je crois bien, même toute l'opposition est d'accord que ça ne va pas du tout. Pourquoi n'avoir pas été solidaire de Kamto?
Oui, mais là, je vais plutôt vous renvoyer la question. Juste quelques jours avant je n'y répondrai pas, puisque je pose des questions. Merci de poser des questions. Voilà. Alors, moi, je dirais déjà, juste quelques jours avant la marche du MRC, il y avait une marche du SDF aussi, qui était sous les mêmes bases. Ils ont fait juste un dépôt, c'est-à-dire ils ont fait une déclaration, ce que la Constitution nous demande de faire, et ils ont marché. On n'a pas eu les mêmes attaques, ou bien disons les mêmes réactions du gouvernement en place qu'on a eu pour le MRC. Et moi, si je suis parti j'ai fait partie de la société civile, je me demandais, mais pourquoi? Alors, est-ce que les jeunes seraient plus organisés que mieux organisés que les autres? C'est pour ça que je vous pose la question et vous dites, vous n'allez pas y répondre. Si vous pouvez y répondre. Alors non, vraiment c'est une question où je ne veux pas amener de réponse. Très bien. Vous allez répondre tout à l'heure. On peut passer la parole à M. Cognier. Vous avez vu le SDF organiser une marche, par exemple, au sud-ouest, dans les anglophones. Nous avons aligné une vingtaine d'élus, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs étaient devant avec le drapeau. C'est eux qui assumaient la marche. Ils assumaient la marche, c'est-à-dire que c'est eux qui ont organisé la marche. Et le peuple est venu avec eux. Bon, à Douala, quand nous avons organisé la marche, c'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche et l'honorable aussi Joshua, député à l'Assemblée nationale, qui assument la marche. Et ça donne une autre coloration, parce qu'un député a une certaine humilité. Une certaine humilité. Bon, dans le cas du MRC, sur le plan organisation, c'était un peu différent. Donc la différence que vous voulez, c'est un peu ça. Bon, je voudrais parler plus loin dans l'interprétation. Chacun pourra interpréter comme il veut. Très bien. On a bien. Alors, mais est-ce que d'autre part, et là je voudrais m'adresser à Kopit Adamou à Yaoundé, est-ce que d'autre part, la répression qu'on a vue au niveau de la marche du MRC n'est pas une manière, pour le régime en place en tout cas, de montrer qu'on a une certaine, alors j'ai pas d'autre mot, une certaine peur, hein, on redoute, je vais dire, on redoute un peu Maurice Kamto. Tout à l'heure, c'est nous, l'UDC s'est engagé dans la bataille politique démocratique pour la promotion et la défense d'un état de droit. Et pour nous, l'état de droit signifie un état où la loi existe pour tout le monde et doit être respectée et appliquée sur tout le monde. La répression à laquelle vous faites allusion, nous l'avons perçue avec beaucoup de déception, parce que nous pensons qu'il y a d'autres manières plus civilisées, plus responsables que celles que le pouvoir nous a offertes ce jour-là contre les marchands du MSC qui, il faut le dire, l'ont fait en violation d'une disposition d'interdiction. Alors quelle est cette manière? Nous avons vu la marche du SDF quelques jours plus tard, plus tôt, autant pour moi, qui a été étouffé, mais pas avec la même ampleur de la répression ou de la violence. Donc c'est pour ça que nous pensons que il y a eu peut-être provocation, mais la réplique également n'est pas digne d'une république qui veut véritablement se faire respecter dans un contexte où le monde tend vers le respect des droits de l'homme et de la démocratie. D'où pour nous, nous condamnons aussi bien l'extrême provocation que l'extrême répression, la répression sauvage. On a vu des citoyens non armés qui pouvaient normalement avoir bénéficié d'un encadrement plus civilisé, plus républicain que ce que la police leur a offert. Nous étions déçus et sidérés de voir qu'il y a eu des vidéos montrant des forces de maintien de l'ordre tirant sur les pieds des marcheurs à main libre, ce qui n'est pas digne de l'État du Cameroun au niveau actuel de notre démocratie. Ce n'est pas digne. Nous le condamnons, nous condamnons cela, et nous disons que nous devons avoir dans notre mémoire chaque instant que la République, elle est pour nous tous et par nous tous. Cette République-là doit être respectée. Cette République-là doit être notre chose la plus sacrée. Et là, nous interpellons tout le monde de part et d'autre et condamnons la violence d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes pas
pour que les autorités soient en permanence provoquées. Nous ne sommes pas également que face peut-être à des provocations qui est de répliques sauvages, de répliques dignes du temps moyenâgeux, dont l'UDC ne reste imperturbable dans sa ligne politique. Une ligne qui consiste à bâtir une république qui est un état de droit, où la loi existe pour tout le monde, où les institutions sont respectées, où ceux qui animent ces institutions le font dans le sens de la promotion et de la sauvegarde de l'intérêt républicain, donc de l'intérêt général, et ne le font pas pour abuser du pouvoir que leur confère le titre d'acteur institutionnel pour étouffer ceux qui sont sans pouvoir. Voilà la position de l'UDC. Et je vais faire un pas en arrière pour insister et dire à mon frère Emmanuel que nous n'avons pas de point de divergence dans l'interprétation de la Constitution. Parce qu'il s'agit ici de la loi, on ne peut pas spéculer sur la loi, et surtout quand il s'agit de la loi fondamentale. La disposition de la répartition de l'initiative du choix des membres n'a pas été modifiée. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le président de la Cour suprême ont le droit de choisir et de proposer au président de la République un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Et lorsqu'ils l'ont fait, la nomination, c'est par acte unique du président de la République, par décret présidentiel. La modification qui devrait véritablement mériter notre préoccupation en tant que des acteurs, des combattants de la démocratie, c'est cette modification portant sur la durée du mandat et la nature du mandat. La durée du mandat a été ramenée de 9 ans à 6 ans. Et la nature du mandat qui était non renouvelable a été transformée en un mandat renouvelable éventuellement. Et cette éventualité, c'est la chaîne qu'on aura mise sur les pieds normalement des acteurs, des membres du Conseil constitutionnel, pour qu'ils agissent en tenant compte de l'éventualité de ce renouvellement ou non, dépendant du fait qu'ils auraient été loyaux ou non à celui qui va renouveler le mandat. Moi, je crois que face à la situation actuelle de notre pays où les libertés sont menacées, et quand je parle de la menace de la liberté, je ne trouve pas sa source uniquement chez les acteurs officiels du pouvoir. L'opposition également doit faire sa meilleure part et de réfléchir et voir la démarche que nous empruntons aujourd'hui. Est-elle la démarche qui nous honore? Est-elle la démarche qui nous amène vers l'objectif? Atteindre l'objectif sans trop de dégâts? Parce que nous avons le souci de l'efficience. Arriver à l'objectif avec moins de dégâts possibles, c'est ça notre préoccupation à l'Union démocratique du Cameroun. Il faut donc que nous fassions notre propre autocritique. J'ai entendu dire qu'il n'est pas possible de trouver une possibilité de fédérer les compétences et les moyens de l'opposition à l'effet d'atteindre l'objectif du changement. Nous, à l'UDC, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous avons des idéologies et des approches méthodologiques différentes. Mais nous avons des points communs qui nous... des points d'intersection qui sont nombreux et qui sont nos préoccupations fondamentales. Ce que nous revendiquons et que nous demandons au pouvoir de faire et que ce pouvoir refuse de faire, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un moyen de nous mettre ensemble à l'effet de dégager facilement ce pouvoir et arriver de faire ce que nous lui demandons de faire et qu'il ne fait pas? Qu'il s'agisse du SIF, de l'UDC, du MSC et de tout autre parti politique, on est préoccupé par le fait que le mandat, l'élection présidentielle soit à 2 tours, majoritaire à 2 tours. On est préoccupé par le fait que le mandat présidentiel soit ramené à 5 ans renouvelable une fois. On est préoccupé par le fait que l'âge de la majorité électorale soit ramené de 20 à 18 ans. On est préoccupé par le fait qu'il faut instaurer le bulletin unique dans le système électoral camerounais. On est préoccupé par le fait que la biométrie doit être intégrale. Bref, on est tous préoccupés par ce qu'il faut faire pour avoir un système électoral crédible, garantissant le fait que ce qui sortira comme résultat des urnes soit le reflet de la volonté du peuple souverain. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un moyen de nous mettre ensemble à l'effet de faire que cette plateforme comportant des points communs nous permette de fédérer nos expériences et nos moyens? Au lieu de cela,
nous avons toujours eu en face le développement des égos que je trouve parfois surdimensionné, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'être préoccupé par une situation sécuritaire très grave qui trouve sa source dans la revendication d'une victoire dans l'élection présidentielle. Nous avons dit au départ que la fraude se passe dans les bureaux de vote, et lorsqu'on est sorti du bureau de vote avec des résultats qu'on aura fabriqués, il sera impossible, quelle que soit l'efficacité de l'avocat ou du juge qui vont vous défendre, de faire renverser la tendance à tous les autres niveaux du processus. Alors, 25 000 bureaux de vote, aucun parti politique de l'opposition camerounaise n'est capable de couvrir. Pourquoi ne pas prendre cette conscience et travailler ensemble pour pouvoir trouver une sorte d'efficacité de surveiller nos votes? À cela, on nous a dit qu'on avait la possibilité de faire, mais le moment venu, on a trouvé le contraire. Alors, me faire savoir que Jean Turaoumou est déjà avec nous depuis quelques minutes, et on va aller rapidement vers Jean Turaoumou avec un grand bonsoir et surtout un grand sourire, parce qu'on sait qu'il est resté là à écouter les autres pendant quelques minutes. Jean Turaoumou, eh bien, je vous passe l'antenne déjà sur un point d'analyse qui certainement vous intéresserait le plus. Nous avons lu par-ci par-là que le Quai d'Orsay s'est dit, en tout cas par la voix de son porte-parole, s'est dit préoccupé par cette arrestation de Maurice Kamto. Que doit-on comprendre par là? Déjà, je commence par répondre à votre question. Lorsque le Quai d'Orsay se dit préoccupé par ce qui se produit au Cameroun, c'est déjà une espèce d'ingérence dans nos affaires qui ne dit pas son nom. Et là, ça ressemble un peu à une plaisanterie de mauvais goût. Pourquoi une plaisanterie de mauvais goût? Le Quai d'Orsay ne nous a pas encore expliqué le pourquoi il n'a pas respecté la Convention de Vienne dans son article 22 alinéa 2 sur la protection des missions diplomatiques. Parce que les responsables camerounais avaient saisi effectivement ce Quai d'Orsay 2 jours avant, leur disant qu'il y aura une manifestation en haut risque à l'ambassade du Cameroun. Et le Quai d'Orsay aurait dû prendre des dispositions, ce que le Quai d'Orsay n'a pas fait. Et on a noté quand même que la police française est venue des heures après. Et jusqu'aujourd'hui, le Quai d'Orsay nous a pas encore livré les vandales de l'ambassade du Cameroun à Paris. Ça au moins, quand le Quai d'Orsay commence à répondre à ces questions-là, et à ce moment-là, on prendrait un peu au sérieux, c'est dit. Une deuxième chose également, toujours par rapport au Quai d'Orsay, ça nous inquiète un peu. Parce qu'on sait quand même que l'arrestation, la première interview accordée par M. Kamto, lorsqu'il a été, quand il a commencé à contester la victoire de M. Biya, sa première interview a été accordée à une presse française, Libération. Et Libération est connue pour être une presse dite de gauche, qui très souvent est en connexion avec ce Quai d'Orsay. Et quand l'opposant africain a droit à toute une interview, une page entière, dans un journal, dans un quotidien français très lu, on ne peut pas dire que c'est un fait du hasard. Donc ça nous préoccupe assez. C'est plutôt la position du Quai d'Orsay qui nous préoccupe davantage. Ceci dit, toujours la préoccupation du Quai d'Orsay, quand on sait quand même que ce Quai d'Orsay est en train de cautionner une espèce d'imposture au Venezuela, où il y a un président effectivement élu, mais le Quai d'Orsay, avec d'autres chancelleries occidentales, sont en train maintenant de dire qu'il y a un autre président qu'ils reconnaissent comme étant le président, c'est-à-dire l'opposant à l'actuel président du Venezuela. Ça, on s'est dit, ce qu'on a dit, la position du Quai d'Orsay nous préoccupe même davantage. Et quand on sait très bien que ce Quai d'Orsay là, nous avait quand même bombardé à un pays frère africain
un président dit de la communauté internationale, et on sait très bien ce que ça a donné. Et on connaît la tragédie qui en est suivie avec 2 déportations. Et le Quai d'Orsay ne nous a pas encore délivré tout. Nous n'a pas encore tout dit de cette déportation-là et fait des pieds et des mains pour que cette déportation se perpétue. Ce qui veut donc dire que, en réalité, pour nous, on accorderait très peu d'attention aux soi-disant préoccupations du Quai d'Orsay. Et ça nous amène à une autre actualité qui avait cours avant l'élection présidentielle, où divers journaux faisaient mentionner des réunions assez suspectes entre certaines chancelleries, entre certaines missions diplomatiques accréditées au Cameroun et certains opposants camerounais et certaines forces de la société civile. Et là, on voit donc très bien que là, comme on dit très souvent chez nous, le serpent commence déjà à sortir du trou. Parce que là, on voit déjà sa tête. D'où cette préoccupation du Quai d'Orsay, pour notre part, c'est plutôt les Camerounais qui devaient, et les Africains qui doivent être plus inquiets du fait que le Quai d'Orsay veut maintenant s'impliquer et s'implique encore davantage dans nos affaires, avec tous les indices que nous avons déjà relevés là. Ceci dit, prenons un peu de ça, on ne peut pas nier quand même qu'au Cameroun, il y a divers cadres véreux de la préfectorale et du MINAT, c'est-à-dire l'administration territoriale, qui prennent trop de liberté avec la loi de décembre 1990, citée par Koupi Damou tout à l'heure. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un parti d'opposition, une fois dans la société civile, veut demander, faire sa déclaration de manifestation, il y a toujours un cadre véreux qui trouve toujours un alibi pour dire ça va c'est un trouble à l'ordre public pour interdire. Et ça forcément mis, et ça met divers partis politiques et diverses forces de la société civile vraiment en rogne. Et de frustration en frustration, ça peut amener à ce type de débordement là. Et donc l'arrestation de M. Kamto et quelques-uns de ses camarades pour avoir violé un interdit de ce dispositif qui disait que les manifestations publiques ne sont pas permises à ce jour-là. Je crois maintenant que je vais prendre maintenant le verre à moitié plein. Je ne regarderai pas le verre à moitié vide comme certains. Que maintenant, dorénavant, il faudrait donc bel et bien que ces cadres-là de la préfectorale et de l'administration territoriale soient effectivement très respectueux de la loi de décembre 1990 et ne prennent plus du tout de liberté vis-à-vis de cette loi-là. Ça, c'est d'un. Et de deux, comme disait notre ami Kumpit, il y a quand même, au respect de cette loi de décembre 1990, il y a quand même des dispositions qui sont prises lorsqu'on est quand même, lorsqu'on est frustré, qu'il faut d'abord les vider avant de pouvoir les violer. Et quand on ne les a pas encore vidés, ce n'est pas très souvent sain de le faire. Ça peut entraîner toutes sortes de dérapages. On a parlé tout à l'heure de pourquoi est-ce que la marche interdite du SDF n'a pas fait autant d'éclat. Ça n'a pas fait autant d'éclat parce que les principaux organisateurs, M. Nietzsche et M. aussi, avaient été rapidement neutralisés et ont été ramenés à leur domicile respectif. Et il n'y a pas eu de grabuge. Et à cette manifestation interdite et avortée, parce qu'elle est étouffée dans l'œuf, par l'effort de l'ordre, il n'y a pas eu quelques compatriotes qui ont déclaré avoir été abattus ou avoir été blessés par les forces de l'ordre. Or, c'est ce qu'on a constaté à la marche, par exemple, du MRC. Ce qui fait donc que ça fait déjà un problème de plus et ça ne pouvait donc plus s'arrêter comme ça s'est arrêté au niveau du SDF. Autre élément à cela, à la marche du SDF qui a été interdite et rapidement étouffée dans l'œuf, il n'y a pas eu une série de vandalisme dans les ambassades du Cameroun, soit à Paris, soit à Berlin, ou à Washington, où on a retrouvé tout un carter, tout un bulldozer à l'entrée de l'ambassade du Cameroun. Mais
la marche interdite du MRC, on a constaté malheureusement des actes de vandalisme. Ce qui fait donc que la main du MRC a pris donc des dispositions, des proportions un peu plus grandes que celles du SIF. Maintenant que les enquêtes sont en cours, on pourra mieux réfléchir, mieux discuter sur les motifs qui seront communiqués officiellement quand s'il y a un procès qui est ouvert ou s'il y a libération provisoire ou définitive des concernés. On en saura un peu plus et on dira et on pourra réfléchir assez sereinement là-dessus. Voilà ce que je peux dire, mon frère Bachir. Merci. Allez, merci à vous, Jean-Arthur Aoumo. On va retourner à Paris une fois de plus, en espérant que cette fois, la liaison sera très bonne avec notre chère Stella Bianca. Est-ce qu'on peut déjà aller à Paris? C'est bon, voilà. On me fait savoir que c'est bon avec Stella. Alors Stella, vous avez la parole, Stella Bianca. Vous avez parlé tout à l'heure de hold-up, quand nous parlions plutôt de règlement de compte, en tenant en compte les mots du porte-parole du MRC. Vous avez parlé de hold-up, mais est-ce que à travers ces marches organisées, que ce soit Douala, Yaoundé, Paris, Bruxelles et n'importe où, est-ce que par ces marches, vous pensez récupérer ce que vous considérez comme une victoire volée? Alors, déjà, merci de me réaccorder la parole. Mon temps de parole, j'ai pas pu l'exploiter la première fois parce que on avait des soucis techniques sur le plateau. Alors maintenant, je peux maintenant m'exprimer parce que je vous entends parfaitement et je crois que le retour, il est très bon. Merci. Alors, déjà, en amont, je vais commencer par Monsieur Wafo tout à l'heure qui parle au nom du bas peuple. C'est-à-dire que quand il veut s'exprimer, il dit nous, le bas peuple. Alors, moi, je veux vous dire, monsieur, que je fais partie du bas peuple. Et le bas peuple a des préoccupations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes que conduire une moto. Alors, il est vraiment stupéfiant de voir qu'en 2019, vous essayez d'encourager en fait les Camerounais à se contenter de la médiocrité, à savoir que oui, commencez déjà à conduire les motos que vous avez avant d'aller chercher les boulots de cadre. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement, au Cameroun, on a toujours tendance à se suffire dans la médiocrité. On n'a pas d'aspiration à voir plus grand que ce qu'il faut en fait. Pourtant, on a tout ce qu'il faut, on a du potentiel. Et franchement, je voulais m'attarder un peu pour vous répondre à ce niveau-là, mais malheureusement, il y a mon prédécesseur qui vient de prendre la parole et qui a mis franchement l'huile sur le feu, quoi, parce que son intervention m'a un tout petit peu choquée, parce qu'il a déjà employé le terme neutralisé, c'est-à-dire pour s'adresser, pour parler de la marche des compatriotes du SDF, il a employé le terme neutralisé. Franchement, en français, neutraliser, c'est neutraliser une menace. Une marche pacifique n'est pas une menace normalement dans un état de droit, dans un état où la Constitution est respectée. Une marche pacifique n'est pas une menace, donc n'a pas besoin de neutralisation. Alors, quand vous parlez de neutraliser une marche pacifique, c'est bien que le gouvernement en place a peur des marches pacifiques. Les faits sont têtus, comme le disait Maître Alice, qui disait qui veut que. Curieusement, quand les élections se sont déroulées, toutes les fraudes qui ont été recensées, que ce soit par le MRC, que ce soit par les différents partis d'opposition, le SDF, UDC et j'en passe, curieusement, toutes les fraudes qui ont été recensées lors des élections étaient en faveur d'un parti politique. Et encore, curieusement, les marches pacifiques organisées par les membres de l'opposition sont justement toutes répréhensibles. Ça, c'est ce qui est curieux. Le gouvernement en place estime qu'il a gagné à la loyale. Donc, normalement, une marche pacifique ne devrait pas être sujet de peur ou alors sujet à insurrection. Si vous avez gagné à la loyale, il n'y a donc pas de quoi avoir peur que les citoyens normaux revendiquent pacifiquement ce qu'ils estiment être leur droit. À chaque fois il y a eu des marches, que ce soit pour le MRC, que ce soit pour le SDF, que ce soit bien avant même les élections, quand Madame Kawala marchait dans la rue, combien de fois elle a été arrêtée, combien de fois elle a été passée à tabac,
combien de fois elle était enfermée. C'est bien la preuve que vous ne respectez pas les droits fondamentaux des Camerounais. Vous avez peur qu'un Camerounais se lève et dise stop. Vous êtes enclin à surveiller les domiciles des gens dans les bas quartiers, c'est-à-dire Mobile, Guinness et tout ça, pour aller repérer le professeur Maurice Kamto. Mais quand il s'agit de surveiller les stades, par exemple lors de la CAN, pour voir si les stades ont avancé ou pas, personne n'a fait son travail. Vous êtes enclin à vous engager dans des chasses à l'homme contre telle partie ou telle partie, en voulant mettre sur le dos d'un X ou Y les actions d'un autre X ou Y. Parce que pour moi, en réalité, vous êtes faible. C'est la vérité, vous êtes faible. Vous ne pouvez pas imputer au professeur Maurice Kamto les actes ou alors les actions d'adultes vaccinés. Je suis désolée. C'est ce qui nous pousse, nous, aujourd'hui, à la révolte. Pourquoi? Parce qu'on a des gens dans notre groupe dont les parents, les membres de famille se sont fait arrêter et motif écrit noir sur blanc avec un bic sur un papier, c'est j'ai été arrêté parce que mon fils fait des vidéos sur Facebook. Voilà l'état de droit dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que on menace les familles, on menace les parents parce que tel Camerounais décide de dire stop, je ne veux pas qu'on fasse un hold-up à mon cerveau. Parce que malheureusement, c'est ce à quoi je suis en train d'assister là. Les Camerounais, malheureusement, si vous ne marchez pas, je comprends un certain nombre de choses, je suis désolée. C'est-à-dire qu'on essaye de vous faire croire que vous êtes médiocre, que vous êtes faible, que vous êtes des personnes qui ne réfléchissez pas et qu'on réfléchit à votre place. Non, c'est pour ça que nous, la diaspora, aujourd'hui, on est détesté, du moins la diaspora qui a compris un certain nombre de choses, on est détesté parce qu'on vous montre la vérité en face. Le monsieur Baké a parlé tout à l'heure du journal Libération. Encore une fois, vous avez cette manie en fait au Cameroun de vouloir toujours fuir le débat, détourner le débat et dire que oui, si des choses arrivent, ce n'est pas de notre faute, mais c'est de la faute du Quai d'Orsay, c'est de la faute de Tête, c'est de la faute de Maurice Kamto, c'est de la faute de... Vous ne voyez, je ne vous ai pas vu vous fustiger du fait que des gens se sont levés le matin pour simplement manifester leur ras-le-bol, parce que mine de rien, jusqu'aujourd'hui, selon la Déclaration des droits de l'homme, l'individu dans un État, s'il se sent opprimé, a le droit de manifester. C'est dans la Constitution et le Cameroun a ratifié cette loi. Donc, que l'État soit content ou pas, si un individu est fustigé dans l'État, dans la société où il évolue, il a le droit de manifester. Il a le droit. Or, curieusement, toutes les manifestations, sinon je vous défie de me prouver le contraire, toutes les manifestations ont été couronnées par des emprisonnements, des passages à baston, des incarcérations injustifiées. Je vous défie de me prouver le contraire. Là, vous allez dire que c'est toujours la faute du Quai d'Orsay ou alors que c'est toujours la faute du professeur Maurice Kamto. Non, il faut arrêter. Et en plus, vous parlez d'un organisme dont vous n'avez aucune connaissance. Moi, je fais des études en géopolitique et je sais de quoi je parle. Moi, personnellement, j'ai envoyé des courriers au Quai d'Orsay. Nous avons essayé de rencontrer justement des députés en France, principalement ceux du Front National, pour expliquer ce qui se passe dans la zone anglophone, dans la zone du Grand Nord. Mais nous n'avons pas été reçus. Nous n'avons pas été reconnus. Ils nous ont dit non, on va vous appeler, etc. On n'a jamais finalement reçu d'audience. Alors, arrêtez de raconter en fait la politique comme si c'était une histoire où vous êtes levé et vous avez des petits villageois assis autour de vous et vous leur dites, hey, regardez, mon papa est dans un coin de ma cour, et puis ils vous regardent comme des gens qui ne réfléchissent pas. Et parce que vous parlez en français, on vous dit, ah, celui-là, il est intelligent, il sait de quoi il parle. Jamais. Le Quai d'Orsay n'a rien à voir dans la manipulation des Camerounais, ou alors dans la torture des Camerounais, ou alors dans le mépris des droits fondamentaux des Camerounais. Nous, particulièrement, je parle en ce qui me concerne, nous étions à l'ambassade. Il y avait 3000 personnes à la marche à Place de la République et il y avait près de 1500 personnes à l'ambassade. C'est la police qui nous a évacués. En France, quand vous commettez un forfait et quand la police vous attrape sur les lieux en flagrant délit, si vous avez tort, on vous arrête et on vous défère d'abord pour vous entendre, etc., etc. C'est une procédure.
On ne vous laisse pas rentrer chez vous. Or, il se trouve que nous, aujourd'hui, nous sommes chez nous. Pourquoi? Vous pensez que les Français, je ne sais pas moi, ils sont stupides. Nous étions à l'ambassade du Cameroun. En gros, nous étions chez nous. Si la France décide de se mêler de ça, ça s'appelle ingérence dans les affaires d'État. Parce que la France n'est pas habilitée à gérer ou alors à résoudre les conflits qu'il existerait entre le Camerounais ou alors les Camerounais et leur pays. La France n'est pas habilitée à le faire. Et encore, pour que la police rentre dans l'ambassade, il a fallu des autorisations venant de l'ambassade, venant de la République. Ils ne pouvaient pas se lever comme ça et débarquer et foutre les gens dehors parce que selon la loi, nous étions chez nous. Donc si vous attendez à ce que la police fasse le tout pour venir nous choper un à un, etc. et nous rapatrier au Cameroun, c'est encore la preuve que vous manipulez les Camerounais et que vous ne leur dites pas la vérité. Est-ce que vous m'écoutez, Stella? Continuez donc d'attendre que nous soyons rapatriés. Vous allez attendre mais alors très longtemps. Est-ce que Stella m'écoute? Pour répondre à mon compatriote, je suis toujours avec Stella. Est-ce qu'elle m'écoute? Pour répondre à mon compatriote DSD qui s'exprimait tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, monsieur, sauf que aucune voie pacifique au Cameroun ne semble aboutir. Le Cameroun est le seul pays qui fonctionne ou alors qui comprend le langage de la violence. Si vous me donnez une méthode, c'est-à-dire que vous avez employé ou un quelconque autre parti avant le MRC ou n'importe quel autre parti, parce que je ne suis même pas du MRC, je suis sympathisante, mais je fais partie de la révolution. Si vous me donnez une méthode qui a marché, autre que la violence, une méthode de dialogue, une méthode, je ne sais pas moi, qu'on s'assoit et on converse et on essaie de faire avancer les choses de manière pacifique et que l'État a écouté, je suis prête à vous écouter. Les Camerounais sont prêts à vous écouter parce que justement le but des marches, c'est de ne pas arriver à l'insurrection. C'est que les marches se déroulent de manière pacifique et que l'État entende le cri du peuple. Sauf qu'on a vu avec la crise anglophone, ça a commencé par des marches pacifiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de sécession parce qu'ils ne veulent plus rien entendre, parce que l'État ne sait pas dialoguer. La faute à qui? À ceux qui décident de marcher ou alors à l'État qui ne sait pas instaurer le dialogue. Je vous laisse la parole. Entièrement, Stella, juste pour vous relancer, et cette fois-là, vous répondrez peut-être en 1 minute. Alors, au risque de me tromper, pendant les manifestations à l'ambassade du Cameroun à Paris, beaucoup de vos camarades scandaient le nom de Maurice Kamto, revendiquaient sa victoire, hold-up électoral, etc., etc. Et jusqu'ici, je vois que vous hochez la tête, ça veut dire que je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous ne donnez pas par là des arguments à ceux qui ont aujourd'hui incarcéré Maurice Kamto, quand on sait que selon la loi, on assume l'entière responsabilité d'un mot d'ordre quand on l'a lancé? Tout à fait. Écoutez, il est très simple. Nous avons tous assisté au contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est-à-dire devant la cour, les jurys, etc., s'est passé ou alors s'est déroulé en mondovision devant les caméras. Il appartenait, à chaque Camerounais d'assister à un tel litige et d'en tirer ses conclusions. Alors, le procès Maurice Kamto, comme le candidat choisi, ou même le candidat Alors, assez compliqué vers la fin. Bon, c'est pas grave, l'essentiel a été dit. Merci en tout cas d'être avec nous, Stella. Permettez donc qu'on aille vers nos téléspectateurs à présent. Est-ce qu'on peut afficher les numéros pour les téléspectateurs puisqu'ils sont nombreux à vouloir réagir? Pendant ce temps, on va lire quelques messages. Comme vous le savez, le principe de l'émission, il y a aussi ce vote. Et beaucoup de ceux qui nous suivent ont voté. Tout d'abord, des messages qu'ils nous ont écrits via notre canal WhatsApp. On peut découvrir ensemble quelques messages et on va les lire rapidement. Bertine donc, nous a écrit de France pour dire bonsoir. Et je vote 1000 fois pour Constancia Mangué de Obian de la Guinée équatoriale. De son côté, Princesse Taché, bonsoir à tous, bonsoir au panel, je vote 100 fois pour Inda Debitno. Moussi du Cameroun nous écrit pour dire un grand bonsoir à Afrique Média, je vote pour Chantal Biya du Cameroun. Kamto ne récolte que ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il nous dit. Aline nous a aussi écrit, là également du Cameroun, bonsoir à tous, je vote pour Chantal Biya du Cameroun. Les Camerounais doivent privilégier le dialogue entre eux. Cyril Ebou depuis l'Angleterre, merci à Afrique Média, je vote pour Hinda Debitno.
Walibi Itno du Tchad. Pendant ce temps, Fernanda, depuis Marseille, c'est en France. Je vote pour la première dame de la Guinée équatoriale, Madame Obiang Nguema. Merci à la Russie et à Malabo d'avoir rejeté la résolution américaine sur le Venezuela. C'était donc les messages WhatsApp. On va au téléphone avec... qui nous appelle déjà? Marco nous appelle. Bonsoir Marco. Oui, bonsoir M. Bachir. Bonsoir à tous vos panélistes. Je dis bonsoir. Papa Kounye, bonsoir Patriarche et bonsoir aux panélistes de Yaoundé. Bon, M. Bachir, je vais m'adresser à la demoiselle que vous avez sur le plateau en France. À Paris. Oui. Si elle ne sait pas qu'il y a une convention entre les pays, que la France a pour ordre, ce n'est même pas... Ce n'est pas un rôle, mais c'est un ordre de veiller à l'intégrité territoriale du Cameroun sur son territoire. C'est que sa géopolitique qu'elle fait, elle doit rentrer en première année, étudier ses cours de géopolitique. Ceci étant dit, je voudrais dire ceci, M. Bachir. Nous donnons vraiment trop d'importance à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que moi, vous vous rappelez, lors de l'arrestation de M. Kamto, j'avais demandé qu'on libère ce monsieur. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de poids politique. Le fait qu'on l'arrête même, ça donne vraiment trop, ça fait bouger trop de casseroles. Le papa qui est assis sur votre plateau vous a dit, lorsque ces marches-là sont autorisées, lorsqu'il appelle à l'excitation, à la violence, que les gens sortent dans les rues, l'enfant qui vendait effectivement ses petits arachides au bord de la rue ne peut plus le faire. Et c'est comme ça, l'enfant, il peut rester comme ça même 3 mois. Tant que les choses ne vont pas, il n'y a rien qui va avancer. Il faut suivre les conseils des aînés. Le SDF n'a pas souvent marché. Leurs marches ont souvent été réprimandées, mais ils n'ont jamais cassé les choses. Je dis bien, ils n'ont jamais cassé une ambassade. Ils n'ont jamais cassé. Si ce ne sont pas les partisans de M. Kamto qui ont détruit les ambassades en France, je ne sais pas qui est-ce qui a donné l'autorisation, mais ce sont ces partisans parce qu'ils ont marché le même jour. Ceci, ça prouve que ce sont les partisans de M. Kamto. Et ils l'ont dit. Il y a d'autres qui ont scandé, ils avaient ces effigies, ces photos. Donc, je trouve que c'est cohérent que la justice fasse son travail. Il doit être jugé. Parce que s'il n'est pas jugé, vraiment, même le bandit pourra entrer chez quelqu'un, le dépouiller et ressortir et dire que non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et en ce qui concerne l'avocate que vous avez interviewée, vous avez suivi. Tout ce qu'elle dit a trait avec l'international, la communauté internationale. Non, nous devons respecter les lois que notre République sur lesquelles notre République est fondée. Parce que les maires et les députés, vous êtes en train de demander la décentralisation pour donner du pouvoir aux autorités décentralisées. Et aujourd'hui, elle dit qu'ils n'ont pas le droit d'interdire une marche. Non, mais ils ont le droit. S'ils constatent que cette marche va apporter du trouble à l'ordre public, va apporter du trouble. Parce qu'il n'y a pas que les sympathisants d'un seul parti dans un coin, dans une ville. Prenons par exemple. Il y a les sympathisants du SDF, de l'UMP, du RDPC et de tous les autres partis politiques dans la ville. Voilà. Donc, moi, je pense que la loi doit être appliquée. Bonsoir à vous. Ne raccrochez pas. Est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que Marco est toujours là? Voilà, on l'a perdu. Tout à l'heure, on a oublié donc de lui dire qu'il pouvait soit entrer par le vote ou sortir par son vote. Eh bien, on aurait bien voulu qu'il nous dise laquelle de nos 6 premières dames encore en lice il choisit comme mérite panafricain. C'est pas grave, Marco reviendra certainement. En attendant, il y a M. Moifo qui nous appelle. Bonsoir, M. Moifo. Allô? Oui. Bonsoir, M. Moifo. Vous connaissez le principe de l'émission, vous votez et vous continuez. Oui, bonsoir, le chef. Oui, bonsoir. Allô? Oui, je vote la première dame de la Guinée équatoriale. Très bien. Allô? Oui, on a reçu votre vote pour Constancia Manguédé-Obiang. Je vote la première dame de la Guinée équatoriale. D'accord. Et maintenant, votre point de vue sur notre sujet. Oui, Oui. Ma préoccupation est celle du patriarche qui est au plateau. Je voudrais que le patriarche comprenne une chose. Après 40 ans de service qu'il a fait, les Camerounais souffrent et ont besoin d'être éclairés sur leur devenir. Référer les Camerounais à 10 francs, à 500 francs, c'est pas ce que nous attendons. Nous attendons mieux. Et s'il avait été un sage, comme ça se dit, il y a des choses qui n'auraient pas
il n'aurait pas pu dire sur le plateau dans le sens de la division. Je m'explique. Si les jeunes se réclament comme des personnes oppressées dans un régime où on ne peut pas réclamer, on ne peut pas marcher, quelle est la voie à laquelle, quand il nous renvoie à attendre 7 ans, ça veut dire que tout pouvons-nous faire pour prouver notre mécontentement? Est-ce qu'on peut se battre sur un enfant et l'empêcher de pleurer? Moi, je pense que ça ne se fait pas. Quand vous tapez sur un enfant, vous avez le droit de l'entendre pleurer pour savoir même quel est le degré de fessée que vous l'avez accordé. Et je constate une chose, pendant ces problèmes électoraux, le monde a démontré combien de fois il était tribal. Et tous ceux qui ont un peu eu à toucher à la chose politique, quand ils viennent sur le plateau, ils cherchent à protéger leurs avoirs, leurs petits gombos de retraite qu'on les donne pour les permettre de survivre. Et là, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Si M. Kamto est fautif pour avoir organisé la marche, qu'est-ce que le préfet du littoral a fait pour encadrer cette marche? Mais pourquoi pour votre appel. Je rappelle à nos téléspectateurs, on va faire 1 minute, 1 minute 30 tout au plus, 2, pour faciliter les choses, puisque vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Monsieur Sakpono nous appelle des États-Unis. Bonsoir, vous connaissez le principe de l'émission, vous votez et vous contribuez. Bonsoir Bassi, je salue les techniques et tous ceux qui sont médias, principalement ceux qui sont là pour voter. Nous sommes à l'écoute de vos interprétations. Alors, je vote pour Madame Obiang de Guinée équatoriale. Parce que, alors, je reviens au problème du Cameroun. Ça nous concerne tous, en tant qu'Africains. Le Cameroun a deux problèmes. Le Cameroun a d'abord un problème qui concerne tous les problèmes du monde, des pays du monde entier, qui est le savoir-vivre en société et ses consorts, comme mon pays, c'est l'Amérique. Nous avons des problèmes aussi. Mais l'autre problème, qui est mélangé, confondu avec ce problème-là, c'est le problème de l'attaque du Cameroun qui vient de l'extérieur. Le Cameroun, une partie est vendue à Kilimanjaro. Que les Camerounais n'oublient pas cela. C'est très important à cause du pétrole. Alors, mais je sais que vous êtes vigilants, ne soyez pas distraits, sincèrement, ne soyez pas distraits par les problèmes que nous avons à l'interne et d'être mélangés à cette confusion pour que le Cameroun soit détruit. Ça ne se passera pas d'ailleurs, nous sommes à pied d'œuvre spirituellement. Alors, la communauté internationale dont Maître Alice parle tout le temps, François Bachir, c'est vraiment, on ne sait pas, jusqu'aujourd'hui, les gens comme ça parlent de la sorte pour préserver la paix dans leur pays. On ne pense pas. Il faudrait être ressaisi. Et tu ne suis pas de se militer dans les loges pour défendre quoi que ce soit. L'intérêt, c'est la géopolitique qui est en jeu aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. La France s'ingère et demande que la France au Camerounais et que Maurice Kamto réponde de ses actes devant la juridiction de son pays. Bachir, je vous remercie. Et vraiment, ne baissez pas le droit, plutôt les bras. Nous sommes avec vous de cœur et en esprit. Merci. Que je vous bénisse. Allez, merci Jean Sakpono pour votre appel depuis les États-Unis d'Amérique. Nous restons au téléphone avec Bertin, Maine Bertin qui nous appelle depuis Douala. Bonsoir Maine Bertin, vous votez et vous contribuez, on vous écoute. Allô? D'accord, on a perdu celui-là. On va aux États-Unis rapidement. Quelqu'un d'autre nous appelle. Qui est au bout du fil? Vous votez et vous contribuez. On vous écoute. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bachir. C'est Corinne de Montréal. Corinne. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Je dis bonsoir aussi à tous les intervenants sur le plateau.
Alors, je vais parler de la question de Maurice Kamto. Une question assez vaste et je crois qu'il y aura beaucoup à dire. Mais je vais essayer d'être très bref puisque Bachir nous donne 1 minute 30. Tout à fait. Alors, on nous parle du MRC. Le MRC qui est devenu presque l'UPC parce que c'est des combattants et autres. Mais quels sont ces vrais combattants qui demandent de l'aide à nos bourreaux, les Américains, de venir nous aider pour gérer la sécession au Cameroun, la crise anglophone? Quels sont ces combattants qui demandent à la France de venir gérer la question post-électorale? Quels sont ces combattants qui disent que 2 jours avant les élections, même si c'est au prix du sang, ils vont gagner les élections? Bref, je veux simplement dire que les gens se réveillent et arrêtent de rêver. Moi, je pense qu'on a négligé cette question de Kamto. Dans d'autres pays, comme la Chine ou bien même en Israël, un gars comme Kamto, on aurait fini avec lui depuis longtemps. Juste une petite injection qui lui donne... Allez, Corinne, on va pas en arriver là, je vous en prie. On va pas en arriver là, Corinne. Alors, vous votez tout de même, Corinne? Nos opposants du Cameroun, c'est-à-dire le SDF. Moi, je trouve malheureux pour le SDF de vouloir instrumentaliser la question de la crise anglophone et faire croire que c'est Biya qui est à l'origine de ça. Je dis non, c'est pas vrai. Ce ne sera pas Biya qui est à l'origine de ça parce que même si M. Kounié, qui est sur le plateau, dirigeait ce pays, chaque pays a ses contradictions. Et il sait très bien que dans chaque pays, il y a toujours une contradiction que l'extérieur va manipuler pour vouloir cogner la tête des gens. Donc le jeu que le SDF est en train de faire, je trouve ça assez... je dis, il faut faire attention avec ça. Donc, pour terminer, je dis à la dame qui est en France, la représentante des manifestants en France et autres, je la regarde, je dis, bon, elle dit qu'elle fait géopolitique, mais je regarde aussi sa jeunesse, ça me fait rigoler. J'espère que, comme on la met devant l'écran, elle joue les grandes parleuses, que quand ça va se retourner contre elle, elle sera capable d'assumer ce qu'elle est en train de faire. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, merci en tout cas, Corinne. C'est vrai que Corinne a utilisé un ton assez menaçant. Nous espérons que les autres vont utiliser un autre langage. Et ça nous facilite aussi les choses. Merci en tout cas. Quelqu'un d'autre nous appelle? Georges Tagné, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Allô? Bonsoir Bachir. Bonsoir. Vous votez, vous contribuez, M. Tagné? Depuis Yaoundé, Cameroun. Oui. Oui, allô, bonjour Bachir. Oui, bien bonsoir à vous. Vous votez et vous contribuez. On vous écoute. Oui. Je suis en direct déjà, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Oui. Bonsoir Bachir. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toutes les équipes techniques. Je suis Jean-Jules Tagné depuis Yaoundé, Cameroun. Je vote pour Chantal Biya, du Cameroun, et Madame Obiang, de Guinée équatoriale. J'appelle pour donner mon avis sur 2 éléments, plutôt en relation avec l'exposé de la française, la camerounaise qui appelle de France, là, parce que je l'ai beaucoup écouté, mais elle finit par se contredire. Elle a voulu s'attaquer à M. Aoumou, mais elle finit par se contredire parce qu'elle conclut en disant que la France n'a pas à s'ingérer à l'ambassade du Cameroun, elle était au Cameroun. Pourtant, elle attaquait M. Aoumou, qui disait que la France, en parlant de la situation de M. Kamto, faisait de l'ingérence. Je voudrais lui rappeler que ce n'est pas parce qu'on a passé la Méditerranée qu'on croit que tous les Camerounais sont cons. Et l'autre point, je voudrais un peu... On a été coupé vers la fin avec notre appelant, M. Tagné. Bon, on va prendre 2 derniers appels et on revient vers le plateau. C'est Jean Bouba qui nous appelle, c'est ça? Jean Bouba, bonsoir. Vous votez et vous contribuez. On vous écoute. Oui, bonsoir, Bachir. Oui, bonsoir, Bachir. Bonsoir. Vous votez pour quelle première dame? Et puis, vous contribuez. On vous écoute. Oui, je vote Chantal Biya. Très bien. Et avant de commencer, je vais d'abord chanter pour l'amour de l'Afrique. Je ne me tairai point pour sa souveraineté, j'irai jusqu'au bout. Pour l'amour de l'Afrique, je ne me tairai point
Jean Gouma, est-ce que ça pourra suffire dans les 1 minute 30 qu'on a donné? Merci en tout cas pour cette team de rassemblement. Alors, allô? Oui, oui. Qui nous appelle cette fois-ci? Monsieur Tagou, c'est ça? Très bien. Bonsoir à vous, monsieur, et vous votez et vous contribuez. On vous écoute. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Bachir, monsieur Abdou depuis Yaoundé. On vous écoute donc. Vous votez, vous contribuez. On va revenir. Alors pour nos téléspectateurs qui appellent pour la première fois, notez-le. Quand vous appelez, vous baissez complètement le volume de votre téléviseur si vous voulez rester en face de votre écran. Ou alors vous vous éloignez tout simplement, ça facilite la communication entre nous. Voilà comment ça se passe en principe. Et puis à chaque fois que vous appelez, dans le cadre de cette émission Mérite panafricaine des premières dames, notez qu'il y a 6 femmes, 6 premières dames en lice et on va les découvrir une fois de plus avec vous. Nous avons la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso, la réalisation va nous permettre de découvrir tout cela. Antoinette Sassou Nguesso donc du Congo, nous avons Madame Chantal Biya du Cameroun, nous avons également Madame Claudine Talon du Bénin, et ensuite Constancia Mangue de Obiang, Hinda Debitno du Tchad, et enfin Bongo Sylvia. Voilà donc les 6 premières dames. Donc à chaque fois, vous votez et vous contribuez. Maintenant, on va revenir sur le plateau. Messieurs, je vois qu'il y a des réactions. On va vous donner 1 minute chacun. 1 minute chacun. Et nous allons aborder le second pan de notre débat qui concerne donc les questions sécuritaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, je vais commencer par vous, le patriarche Miafo Abraham. En 1 minute, je vois que vous voulez réagir. Certainement, beaucoup de choses ont été dites. On vous écoute. Oui, je félicite ceux qui ont retenu l'affaire de la petite monnaie. Tous ceux qui passent ici ne viennent pas pour la présidence de la République. Je viens ici pour faire comprendre que le manque de la petite monnaie, qui est un matériel de travail de bas étage, manque. Donc, si quelqu'un dit qu'ils sont beaucoup élevés, ils font sciences politiques, il y a ceux qui n'ont pas pu aller à l'école et qui transportent dans le pouce pour vivre. Je suis là pour dire que la petite monnaie manque. Et que même le motoman qui porte les gens, parce que s'il n'y a pas les Benzking au Cameroun, l'économie va s'arrêter. Que les gens ne pensent pas qu'un motoman, c'est quelqu'un qui a raté la vie. C'est quelqu'un qui entreprend sa vie. Je m'arrête là. Très bien, merci à vous, doyen Miafo Abraham. Nous allons à Yaoundé. Jean-Arthur Aoumou, en 1 minute, s'il vous plaît, juste un rajout certainement ou une réaction par rapport à ce qui s'est dit jusqu'ici dans la première phase de notre débat. Effectivement, mon frère Bachir, je vais aller vraiment très très vite. Nous rappelons que tous les pays du monde entier sont astreints à suivre la convention de Vienne dans son article 22 alinéa 2. Ça c'est d'un. De deux, nous disons bel et bien que il y a eu interview à Libération, ça c'est vrai, et heureusement on n'a personne l'a contesté, et que la même France qui prétend s'être inquiète sur notre sort soutient des logiques totalement antidémocratiques, non seulement d'abord au Venezuela, on l'a vu au Congo démocratique, au point d'aller saisir le Conseil de sécurité. Ça c'est une chose. Une autre chose également, on nous dit les traités internationaux, personne ne nous dit lequel traité international. Mais il y a la Constitution, même en France où il y a des manifestations, ces manifestations-là sont encadrées par la loi, alors que les manifestations sont bel et bien reconnues par la Constitution. Et actuellement, il y a plus de 8400 arrestations des manifestants en France, à l'heure actuelle. C'est dit, pour conclure une fois là-dessus, nous n'avons pas dit que les Camerounais ne doivent pas se battre pour leurs droits. Personne ne l'a dit. On a plutôt condamné le fait que certains cadres de l'administration et la préfectorale prennent des libertés vis-à-vis de la loi. Et ça permet avec cette affaire-ci que
que désormais les Camerounais seront très pointilleux sur le respect de la loi pour tous, pour qu'on ait un état de droit. Et donc, pour ceux donc qui découvrent le fil à couper le beurre aujourd'hui, nous rappelons quand même que pour nous autres, ça fait plus de 25 ans, jour pour jour, sans interruption, que nous luttons pour que l'on soit un état de droit. 25 ans sans interruption. Toutes les vérifications sont possibles et je laisse à ceux-là le soin de les vérifier. Et ça, c'est sans vantardise. Je ne le fais jamais. Mais comme notre jeune sœur avait besoin de quelques précisions, pour donc lui dire que quand elle dit vous, je ne sais pas à qui elle s'adressait, quoi, peut-être comme Jésus, je serais peut-être d'origine, de la même origine ethnique du chef d'État, je serais peut-être son partisan. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bel et bien comprendre tout le monde avec le cerveau et non avec tout le corps. Très bien. Merci. Merci à vous. Nous revenons cette fois-ci vers vous, Tagia Fomoka. Oui, merci. Bachir, j'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire, sinon que je crois que nous devons déjà, nous sentons à travers le plateau ces humeurs qui se choquent. Tout à fait. Moi, je crois que nous devons commencer à penser paix dans le cas du Cameroun. Voilà, nous devons commencer à penser paix, penser amour sur cela part des plateaux et entre les Camerounais. C'est ce que je veux dire. Très bien. Merci en tout cas. Eh bien, nous retournons à Yaoundé. Est-ce qu'on peut déjà avoir aussi la liaison de Paris pour, juste après Yaoundé, on va aller à Paris. Donc, cette fois-ci, la parole est à Koupit Adamou. Koupit Adamou, alors, en tant qu'homme politique, aujourd'hui, qu'adviendrait-il de M. Kamto si jamais il était condamné? Est-ce que ça en serait fini pour sa carrière politique? Bon, bien sûr, cette question, je ne m'attendais pas à ce que ce soit celle-là que vous me posez pour la dernière prise de parole sur le sujet. La réponse va se chercher dans le droit. Le professeur Kamto est aujourd'hui face à la justice camerounaise. Il a été inculpé et mis sous mandat de détention provisoire en la prison de Kondengui. Il sera devant le juge. Et si maintenant, en droit camerounais, lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d'une procédure judiciaire, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Maintenant, dans le cadre d'un procès équitable, que nous, à l'UDC, souhaitons véritablement équitable, s'il est établi que les faits qu'on lui reproche sont avérés, eh bien, il sera condamné. Mais s'il est condamné, cette condamnation, puisque nous sommes dans le cadre pénal, et vous posez la question sur son avenir politique, si les faits sont avérés et qu'il y ait une condamnation, ça sera privatif d'exercer ce droit politique. Il ne pourra donc plus avoir la possibilité, normalement, de candidater à quelque poste politique que ce soit au Cameroun. Jusqu'à ce que soit le président de la République puisse user de ce prérogative constitutionnel de décider d'une loi d'amnistie. Mais si, devant le juge, il plaide et qu'on retrouve que les faits qu'on lui reproche ne sont pas avérés, il sera acquitté. Et quand il est acquitté, il rentre dans ce plein droit de citoyen ordinaire et pourra continuer librement et tranquillement sa carrière politique. Voilà le moins que je puis dire. Et maintenant, pour terminer, je dois dire tout simplement que en 28 ans de combat politique dans l'opposition, nous n'avons pas l'impression que les uns et les autres aient pu tirer de leçons. Parce que sinon, nous ne pouvons pas attaquer frontalement quelqu'un dans son domaine de prédilection et nous attendre à ce que nous puissions avoir le dessus. Si nous reprochons l'absence du dialogue qui caractérise la gouvernance politique au Cameroun, il faut également qu'on soit honnête de dire que dans les rangs de l'opposition également, ce dialogue manque. Les initiatives ne sont pas fédératrices. Les initiatives sont plus individualistes et généralement, c'est quand il y a les conséquences qu'on interpelle, qu'on appelle à la solidarité de l'opposition. Nous, à l'UDC, nous pensons qu'il faut agir et non réagir. Très bien. Merci Koupit Adamou. En une minute également, on va passer la parole au Premier Manuel. C'est vous qui allez conclure cette première phase. On va retourner à Paris, et bien sûr avec Stella Bianca. Stella, vous avez également une minute, certainement pour réagir ou ajouter quelque chose. On vous écoute. D'accord. Alors moi, en une minute, je dirais simplement que arrêtez de répondre à savoir ce qui est arrivé, etc. Répondez à des arguments, arrêtez de menacer les Camerounais.
pour votre résidence d'autorité, ça ne sert à rien. Au Cameroun, la jeunesse n'est pas un handicap. Vous ne pouvez pas passer le temps à dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation et tout le temps là reléguer au second plan et venir expliquer que oui, c'est parce qu'on est jeune, ça veut dire qu'on serait forcément bête ou alors pas apte à discuter. Ça sert à dépendre de ça. Je répondais simplement à grand petit. Alors, décidément, c'est pas très bon vers la fin avec notre amie Stella Bianca. Emmanuel Kougné, je voudrais bien reposer la même question que tout à l'heure, puisque vous êtes deux hommes politiques sur trois avec Jean-Arthur Aoumou, bien sûr. Sur la même question, notamment sur l'avenir politique du professeur Maurice Kamto, si jamais il est inculpé. Bon, quand on lit quand même un peu, on parcourt un peu les articles de droit au Cameroun, on constate que ce qui lui est reproché est assez grave. On parle de la condamnation de 10, 20 ans, soit on parle même de condamnation, comment vous appelez ça? À perpétuité, voilà. Donc, est-ce que cela ne serait pas vraiment quelque chose d'assez lourd pour la carrière de M. Kamto? Non, je crois qu'il y a des personnes, des alarmistes qui, face à un petit événement, fabriquent des charges et pensent intimider les autres en disant condamnation à mort, condamnation. Mais attendez, on parle d'insurrection. Vous trouvez que Maurice Kamto a fait de l'insurrection? On lui a collé un certain nombre de motifs. On peut coller autant de motifs qu'on veut. Tout à fait. Mais moi, j'estime que cette affaire est une affaire purement et simplement bidon. Et que Maurice Kamto devant le tribunal, le juger, ça ce n'est pas une affaire à passer devant le tribunal. Ceux qui ont fait des gaffes en France, et on a les vidéos, on les connaît. Et je dis que Maurice Kamto n'a jamais demandé aux gens d'aller faire quoi que ce soit, ou que ce soit. Lui-même n'a rien cassé. Et puis, il a même démontré que si les gars ont même cassé, les gens sont allés à l'ambassade. Quand on a tiré sur N'Djamena Ndoki, j'ai vu la manifestation où N'Djamena tenait les trucs devant lui. Il n'y avait pas 100 personnes là. Mais les policiers sont venus tirer sur lui. Pourquoi? Est-ce quel danger il y avait au moment où N'Djamena était en train de marcher? Il y avait quel danger pour que le policier prenne son arme pour tirer sur lui? Et Ndoki, on a tiré sur elle en marche même de la marche. Apparemment, on ne l'a même pas vu. On a seulement vu les blessures. Donc moi, je crois qu'il faut éviter d'aggraver des situations légères parce que ce qu'on est en train de faire là, vous ne pouvez pas imaginer la réaction. Nous avons vécu ça avec la crise anglophone. Un petit problème de 10 000 francs qu'on a augmenté sur, je ne sais pas, sur les frais, je ne sais pas quoi, à l'université. Les enfants grèvent. Au temps d'Aïdjo, ils devaient appeler, ils devaient faire venir, n'est-ce pas, les responsables de cette grève et les écouter et enlever ces lecteurs. Si on a enlevé cette dame-là le même jour, l'affaire la finissait, on n'en parlait plus. Mais à défaut de quoi, on a envoyé les policiers dedans, on a tapé les filles, on les a roulées par terre, on les a mis dans les bus, on les a vus dans les voitures de la police. C'est aller dans les réseaux sociaux. Ça nous a amené dans une situation, nous sommes maintenant dans un cul-de-sac. Donc il faut éviter de penser que pour faire plaisir à certaines personnes, on va nuire aux autres. Moi je dis, Maurice Kamto c'est une personne, il peut même ne plus être là. Mais je dis que ce que nous allons avoir à l'issue de cette affaire risque d'être quelque chose que personne ne peut prévoir. Donc pour ma part, je souhaite que ça s'arrête. C'est déjà trop que cette affaire s'arrête là et qu'on cesse toutes les poursuites contre ces gens. Parce que je ne vois pas ce qu'ils ont fait de mystérieux. Les gens ont détruit les ambassades aux France, mais qu'on aille les chercher. Très bien. Qu'on aille les chercher. Et puis je voudrais dire ceci. Je voudrais chuter par là à M. Koubila. Vous avez tendu une belle perche pour aller vers la crise. Dire que l'opposition n'arrive pas à se fédérer, dire que le pouvoir est radical et que l'opposition aussi est radicale, tout ça, ça ce sont des incantations. Quand il y a une situation, il faut nous dire par où on sort. Vous avez un pouvoir qui a tout verrouillé, qui ne veut parler avec personne, qui ne veut rien discuter avec personne. Dès que vous bougez, on prend les armes, on vous bouscule. Qui ne veut céder. Ils parlent même de la décentralisation, ils ne font aucun geste dans le sens de la décentralisation. Ils ont tout bloqué, ils veulent que les gens les suivent comme des moutons. Alors vous voulez qu'on devienne des moutons? Et puis pour l'opposition, où est la plateforme, où est le forum dans lequel on va aller discuter? Qui a pris le devant pour dire, mettons-nous assis à tel endroit pour discuter? Donc il faut éviter de faire la diversion, parce que quand on parle d'une certaine manière, ça dérange. Et puis pour le fait que Maurice Kamto ait donné une interview à Libération, mais alors Paul Biya ne donne ses interviews qu'en Europe. Il ne parle il n'y a aucun organe de presse camerounais où Paul Biya a donné une interview. Si Maurice Kamto va aussi donner une interview, le scandale que les Aoumou trouvent, c'est où? Il faut arrêter tout ça. Merci donc Emmanuel Kougné de relever aussi cela, très important en tout cas. Alors, messieurs, on va changer l'intitulé très rapidement. Voilà, sans transition, nous revenons. Cette fois-ci,
Et là, j'aborde quand même une question qui vous intéresse particulièrement. Donc,